Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Donc, je vous souhaite la bienvenue et puisque l'époque s'y prête, je vous souhaite aussi une très très bonne année aux uns et aux autres. Et bien sûr, la réussite brillante au bac et également à vos démarches Parcoursup pour intégrer dans ces écoles d'ingénieurs dont on va vous présenter les différents modes d'accès. Alors donc, 3/4 d'heure sont là devant nous pour exposer un peu la problématique de l'entrée dans les écoles d'ingénieurs, quels sont les profils, quelles sont les bonnes stratégies à adopter. Donc, je suis Annick Soubaille, je suis la directrice du CIO des enseignements supérieurs en Sorbonne. Et voilà déjà un premier point d'information où vous pourrez vous renseigner sur le site CIO des enseignements supérieurs en prenant des rendez-vous 01 40 46 23 13, en téléphonant pour avoir de simples renseignements 01 40 46 23 24 ou même en écrivant ce.ciosup@ac-paris.fr. Et me voilà présenté. Et puis pour m'accompagner ce matin, les représentants, les responsables de formation, des différentes formations, un certain nombre d'illustrations de ces voies d'accès. Chacun va se présenter. Vous avez ici des universitaires, vous avez aussi des écoles après le bac. Alors, Angela, est-ce que tu veux bien te présenter ? On te voit là, on voit ton image à l'écran. Merci Annick. Donc Angela Vassanelli, je suis professeure de physique à l'université Paris-Cité et je suis directrice de l'école d'ingénieurs EIDD, qui est l'école d'ingénieurs de l'université Paris-Cité. Voilà, qui délivre le fameux titre de la commission des titres. Et donc déjà, par cette présentation, vous remarquez que les universités qui sont au nombre de 63 peuvent aussi délivrer ce fameux titre d'ingénieur. Alors Damien, est-ce que toi tu veux présenter une autre université ? Oui. Et puis aussi un autre mode tout de suite d'accès ? Oui, merci. Donc moi je suis Damien Brégiraud, je suis enseignant-chercheur en chimie des matériaux et donc j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. Je suis responsable du parcours préparatoire de Polytech Sorbonne, donc qui est l'école d'ingénieurs interne de Sorbonne Université. Donc on est basé sur le campus Jussieu dans le 5e arrondissement. Je suis correspondant aussi pour l'école du concours GEPI Polytech. Je pense qu'on pourra en reparler plus tard. Et donc à ce titre-là, je représente Polytech Sorbonne, qui fait aussi partie du réseau Polytech, un réseau national. J'aurai aussi l'occasion d'en reparler. Donc une autre formation universitaire. Voilà, un autre mode d'entrée qui sont ces cycles préparatoires. Michael, vous, on va dire que vous représentez ce qu'on appelle habituellement la voie royale, si on peut dire, les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors, donc vous êtes professeur. Bonjour, donc je suis Michael Pro, je suis professeur de mathématiques au lycée Louis-le-Grand de Paris et j'ai exercé les fonctions de président de l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques qui regroupe tous les professeurs, la quasi-totalité des professeurs de maths, physique, d'informatique et de chimie en classe préparatoire scientifique en France. Voilà, donc, alors Darine, après donc Benjamin, je vous donnerai la parole. Donc, alors là, peut-être c'est une découverte, car si les classes préparatoires aux grandes écoles sont vraiment connues, elles entrent pour à peu près 36% et quelques des voies d'accès, vous me le confirmerez. Eh bien, les classes préparatoires universitaires, elles sont moins connues et pourtant tout aussi intéressantes, Darine.
Exactement. Donc, moi, je suis Darine Abiaïdar. Donc, je suis enseignante-chercheuse en physique à l'UFR de physique de l'Université Paris-Cité, la même université qu'Angela. Et donc, je suis responsable des cycles universitaires préparatoires pour les grandes écoles. Donc, OK, ils sont bien moins connus, mais on a aussi moins de place. Donc, c'est peut-être aussi la raison qu'on n'a pas beaucoup d'étudiants qui sont dans cette formation, en espérant qu'on pourra, par l'avenir, accueillir beaucoup plus d'étudiants. Voilà. Alors, en effectif, mais par contre, en possibilité d'intégrer des formations d'ingénieurs très intéressantes, et donc, validées certifiées par la commission des titres, eh bien, c'est une voie en plus à Paris, tout à fait intéressante. Et alors, Benjamin, vous aussi, vous représentez un concours très connu, qui est le concours Advance, et une illustration de tous ces concours qui permettent d'entrer après le bac dans des écoles généralistes ou spécialisées, on le verra dans un instant. Et donc, vous allez vous présenter à votre tour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Benjamin Deproz, je suis le directeur des études de l'ESME. Alors l'ESME, c'est une école d'ingénieurs généralistes, donc pluridisciplinaire, post-bac. Donc effectivement, comment on rentre dans ce type d'école ? Eh bien, on passe par un concours qui arrive avant même la fin du bac. Nous, c'est le concours Advance et il permet d'intégrer 4 écoles d'ingénieurs. Donc l'ESME qui est généraliste, l'IPSA qui est aéronautique, l'EPITA qui est spécialisé en informatique et Subiotech en biotechnologie. Bon, alors avant d'entrer un peu dans le détail de toutes ces voies d'entrée et de leurs spécificités, je vous propose de réfléchir un instant au titre de la conférence qui déjà nous interroge sur la manière dont on peut construire une stratégie. Tous les parcours pour intégrer une école d'ingénieur après le bac ou post-prépa. Alors déjà, dans ce titre, vous remarquez qu'il y a tous les parcours et on pourrait croire qu'il n'y a seulement comme parcours des possibilités d'accès après le bac ou après post-prépa. Mais tout de suite, on attire votre attention qu'il y a aussi d'autres possibilités d'intégration après une L2, ce qu'on appelle les voies parallèles, après une L3, c'est-à-dire une licence 3e année, et même après un master, et pourquoi pas aussi parfois en formation continue. Donc, si c'était toutes les voies, il faudrait que nous approfondissions davantage et que l'on montre aussi les voies parallèles, qui ne sont pas si résiduelles que ça, puisqu'il y a autour de 17% d'admission, par exemple, après un BTS, brevet de technicien supérieur, 2 ans après le bac, ou un bachelor universitaire de technologie, un BUT également, et la possibilité d'intégrer des écoles d'ingénieurs après une ATS qui est une voie spéciale d'intégration pour les bacs technologiques, une classe prépa spécifique dont nous ne parlerons pas. Mais qui sont aussi intéressantes puisqu'on voit que tous les profils sont attendus pour accéder aux écoles d'ingénieurs qui, par ailleurs, peuvent, dans les représentations, apparaître, et c'est aussi le cas, comme des filières très sélectives, puisque tout ce que nous présentons ici est soumis plus ou moins à des concours et à des sélections. Voilà, donc pour ce qui est de la voie universitaire dont on parlait, L2, L3, ça représente un peu moins de 10% des entrées. Alors les principales entrées accès sont bien sûr la classe préparatoire, j'ai dit un tiers, et puis les voies après le bac qui correspondent à la majorité des entrées. Bon. Alors donc on dit pluralité des voies d'accès. Donc, si on dit pluralité, c'est donc qu'on doit se demander quelles sont les similitudes entre ces formations, mais aussi les différences, puisque, en fait, c'est différents profils. Et pour vous, quand vous écoutez, eh bien, finalement, vous allez vous projeter avec vos qualités, avec vos ambitions dans les différentes propositions qui vous sont faites. Donc, quand on parle de choix éclairé, c'est-à-dire de bons choix, il faut bien sûr élire des critères pour choisir. Alors, bien sûr que ces choix peuvent intéresser, et parmi vous, je suppose qu'il y a beaucoup de bacs généraux avec des spécialités
de mathématiques, de physique, qui sont tout de même, je dirais, intéressantes pour pouvoir réussir dans ces filières. Mais il y a aussi des bacs technologiques qui ont une vocation scientifique, technologique, comme les bacs STI 2D, STL, laboratoire, et même STAV, c'est-à-dire les bacs scientifiques agricoles. Parmi vous, il y a des garçons, et que je ne vois pas bien parce qu'il y a tellement de lumière qu'on en est un petit peu aveuglé. Ça nous empêche de tous bien vous regarder. Il y a beaucoup de garçons. On sait que les filières d'ingénieurs sont souvent choisies par les garçons. Mais vous voyez, il y a des filles ici parmi nous qui sont professeurs de physique. Et donc, on sait depuis bien des années que les sciences sont ouvertes aux filles aussi. Et d'ailleurs, à l'appui de mon propos, je vous dirais qu'il y a plus de 30% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Et parfois, ce pourcentage est bien plus élevé. Il peut y en avoir jusqu'à 50% et même 70%, par exemple, à l'UTC de Compiègne. Voilà, donc garçons, filles, bac généraux, bac technologique, tout le monde, comment dire, est le bienvenu dans ces formations. Maintenant, réfléchissons un instant à quelques critères que nous essaierons de retrouver dans les présentations suivantes. Les conditions ou modalités d'enseignement, plus ou moins encadrées. Classe prépa, universitaire, classe prépa classique, ou bien dans les formations Polytech ou chez Monsieur Deprost à l'ESME. Voilà, cela, vous incite à réfléchir sur vos modes d'organisation personnelle. Et puis, il y a la question aussi de la compétitivité qui s'insinue dans ces formations, dont on sait qu'elles sont très, très exigeantes, dont l'intensité du travail est très grande. Et tout ça, ça nous incite à réfléchir à la gestion du stress. Voilà. Henri IV, Louis le Grand, etc. Toutes ces formations là très très prestigieuses. Est-ce qu'on y survit? C'est une question que je poserai à Michael, mais d'une façon. Des questions peu orientées. Oui, mais c'est pour nous amuser parce que il ne faut pas quand même être trop sérieux dans ces conversations que l'on mène sur l'orientation. Alors bien sûr, les contenus d'enseignement, plus ou moins généralistes. Parce que si vous lisez les brochures, vous voyez que on parle d'écoles généralistes et puis on parle d'écoles spécialisées. Comment on s'y retrouve? Et d'ailleurs, on disait tout à l'heure avec Benjamin, son ESME qui est de mécanique et d'électricité, il me disait mais non, mon école est généraliste. Alors franchement, comment s'y retrouver? Et il faut bien sûr réfléchir à ses intérêts. Et l'on sait que lorsqu'on veut faire une école d'ingénieur, eh bien c'est qu'on est passionné par les sciences, mais aussi par les technologies. Il y a aussi la question de l'apprentissage, qui est maintenant, on en parlait tout à l'heure avec Damien, qui est proposé dans beaucoup d'écoles et qui est un mode d'enseignement très intéressant qui vous met directement dans les conditions de travail, d'insertion, avec tous les enjeux technologiques aujourd'hui très vaste. Il y a la place de l'international aussi, car il faudra partir à l'étranger, maîtriser l'anglais, il va sans dire. Il y a aussi la question, alors là, c'est une question générale pour toutes les écoles, pour toutes les formations de l'enseignement supérieur, la qualité du corps professoral, qui sont vos enseignants, quelles sont leurs propres formations, quels sont leurs champs de recherche. Aussi la qualité de la vie étudiante, parce qu'il y a des campus. Et puis, pour les écoles d'ingénieurs, il y a aussi la question de l'éloignement de la famille, parce que vous savez s'il y a 50 écoles d'ingénieurs en Île-de-France, il y en a aussi beaucoup dans les régions. Il y en a évidemment dans les grandes régions traditionnelles que sont la Lorraine, Metz-Lorraine, Nancy-Metz. Il y en a à Bordeaux, il y en a à Nantes, dans toutes sortes d'endroits. Et donc, si l'on s'en va loin de ses parents, loin de son papa et de sa maman, comment on va à Lyon, bien sûr, il y a les INSA qui sont très très connus, qu'il ne faut pas oublier, qui ne sont pas là, mais que l'on peut évidemment conseiller aussi. Et donc,
si on est loin de sa famille, comment en fait on va gérer son quotidien, comment va-t-on faire? Et là, c'est la question de la maturité affective. Et enfin, on pourra, et vous avez peut-être en tête de nouveaux critères qui vous viennent à l'esprit, il y a aussi la question du coût. Sur ces un peu plus de 200 écoles, il y en a 204 en France, d'ingénieurs, si 70% sont publics, il y en a un certain nombre qui sont privés, donc une cinquantaine d'écoles privées, donc 4 consulaires dépendant des chambres de commerce et d'industrie. Donc je répète, 63 qui sont internes aux universités. Donc le coût n'est pas le même. Voilà. Donc il faut prévoir aussi ces questions financières qui ne sont pas anecdotiques pour les parents. Alors donc voilà un point. Donc les écoles d'ingénieurs, eh bien elles délivrent un titre, un diplôme, c'est-à-dire un diplôme délivré après un cursus de 5 ans. C'est ce dont on parle ici. Donc nous parlons d'études longues qui délivrent au bout de 10 semestres 300 ECTS, c'est-à-dire crédits, le grade de master et le titre d'ingénieur. Il y a d'autres écoles qui proposent sans doute d'autres diplômes qui peuvent être intéressants à certains titres, comme des masters E, mais ce n'est pas ce dont nous parlons. Nous parlons uniquement donc d'écoles qui délivrent le titre d'ingénieur au sens de la CTI. Bon, alors première manière d'envisager le sujet. Alors, il faut circonscrire ce dont nous parlons. On parle d'ingénieurs et je vais demander à chacun d'entre vous, c'était entendu, que vous me donniez une petite définition de qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur. Parce que vous êtes passionné par les sciences, certes, mais est-ce que vous avez une bonne représentation de ce que c'est qu'un ingénieur aujourd'hui et ce que c'est qu'un ingénieur formé par les différentes formations que vous avez devant vous. Alors Angela, puisque tu es là devant moi, et essaye-toi là. Et alors, je vais vous dire une chose, j'aimerais bien que, écoutant ces définitions, l'un ou l'autre d'entre vous en donne une, dans le public. Alors Angela, essaye de voir qu'est-ce que tu dirais de cet ingénieur voilà, que tu vas former dans le cadre de ton école d'ingénieur. Alors, l'ingénieur, c'est la personne qui conçoit, qui construit, qui maintient des systèmes. À la fois, ça peut être sur un aspect logiciel ou matériel, en appliquant des connaissances scientifiques, mais aussi en tenant compte du contexte économique, sociétal, écologique, environnemental, et aussi en faisant le lien avec les avancées de la recherche scientifique et de la technologie. Donc ta première définition, c'est de mettre bien sûr au centre les compétences techniques et scientifiques, mais aussi des compétences plus larges, qui sont une capacité à se situer dans un environnement. Alors Damien, toi, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, ça va être de plus en plus difficile. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Déjà en deuxième position, je vais déjà un peu répéter ce qui a été dit. Alors moi, pour un ingénieur, c'est un homme ou une femme qui va être capable d'identifier et de comprendre des problèmes, de pouvoir imaginer des solutions et les moyens de les mettre en œuvre. Donc pour ça va être une personne qui va avoir un bagage scientifique solide, assez généraliste pour pouvoir discuter avec des experts de tous bords. Mais évidemment, c'est quelqu'un qui va devoir être très ouvert sur le monde dans lequel nous évoluons pour pouvoir, Angela l'a dit, appréhender les notions environnementales, sociétales, économiques, industrielles, politiques, etc., qui sont, on le sait tous, en ce moment de plus en plus tendues. Donc un ingénieur doit être capable d'évoluer dans ce milieu-là. Et l'autre point que je dirais, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui va travailler en équipe, nécessairement. Il va travailler avec d'autres ingénieurs, il va travailler avec des personnes dont il a la responsabilité au sein de son équipe. Il va rendre des comptes à une hiérarchie, il va discuter avec la société civile, avec tout un tas de publics, des financeurs, des décideurs, etc. Donc c'est une personne qui va devoir aussi, en plus des qualités scientifiques, avoir des qualités relationnelles, émotionnelles, humaines très fortes. Et c'est vraiment en prenant tout ça qu'on construit j'imagine, nos cursus. Alors donc Michael, donc là qui
Alors pour ne pas tomber dans la redite, parce que je m'associe parfaitement à ces deux définitions, je parlerai plutôt, alors non pas d'ingénieur, mais de modèle d'ingénieur et de modèle d'ingénieur à la française, parce que c'est un modèle dont on peut s'enorgueillir. Il faut savoir que les ingénieurs français s'exportent énormément à l'étranger, sont reconnus à l'international. Ce modèle qui a été forgé historiquement par les classes préparatoires s'est développé. Et aujourd'hui, on salue à l'étranger en fait la capacité d'analyse, la capacité de synthèse de ces ingénieurs qui ont été formés à un niveau conceptuel assez élevé en mathématiques et en physique, chimie, essentiellement en France. Et en cela, ça diffère d'un certain nombre de formations à l'étranger où on est sur une spécialisation progressive. Le modèle qui est celui de la classe préparatoire et des écoles d'ingénieurs à la française qui recrutent après classe prépa, c'est un modèle où on forme des étudiants avec un socle théorique très fort en classe préparatoire et ensuite on tire parti de ces connaissances, de ces capacités pour les amener petit à petit, ces élèves ingénieurs, vers les débouchés, vers les différents métiers de l'ingénierie. Alors, bon, Benjamin, donc c'est de plus en plus difficile, mais si on se tient au slogan de votre école, on tient aussi un bon bout de la définition. Alors, effectivement, je vais essayer de différer des différentes définitions précédentes. Oui, en tout cas, les approfondir. Alors, un ingénieur, c'est quelqu'un qui, à partir de ses connaissances théoriques, scientifiques et de sa compréhension, que ce soit de sa compréhension technique, mais aussi de la compréhension des grands enjeux que nous connaissons, va essayer d'améliorer le monde d'aujourd'hui et d'inventer le monde de demain. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui va véritablement profondément avoir un impact sur notre vie, eh bien, va être créé et va être pensé, conçu par des ingénieurs. Également, un ingénieur, c'est quelqu'un qui déteste l'immobilisme. C'est quelqu'un qui, quand il se retrouve confronté à une situation où ça ne fonctionne pas très bien, où ça pourrait mieux fonctionner, c'est quelqu'un qui systématiquement va penser à voir comment comprendre cette solution, comment l'améliorer pour que, à l'avenir, eh bien, c'est quelque chose qui va davantage fonctionner. Voilà. Alors, donc, il y avait la question de l'innovation que vous venez de mettre en exergue finalement de manière implicite, qui est un grand enjeu de nos sociétés. Alors, Darine, c'est très, très difficile d'être à la fin, parce qu'on pourrait croire que finalement, tout a été dit. C'est là où je regrette d'avoir choisi de m'asseoir ici. C'était un hasard, c'est le hasard. Non, mais en fait, tout a été dit, mais il faut savoir qu'un ingénieur, bon, je ne veux pas répéter, mais je veux me focaliser sur deux aspects. D'un côté, il faut avoir un solide bagage scientifique, mais un bagage assez général, parce qu'on est souvent confronté à ces situations qui ne relèvent pas de la spécialité de maths qu'on a fait dans notre prépa. Donc, il faut avoir une base assez solide et générale. C'est ce qu'on essaye de faire dans nos prépas. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, la facilité de communication, c'est quelque chose de très important, d'utile. Vous avez parlé de la communication avec notre hiérarchie, avec nos camarades, nos collègues de travail. Et tout ça implique qu'il faut être à l'aise dans les comptes rendus qu'on va faire, que ce soit en français ou en anglais. Donc les langues, on n'en parle pas souvent, on parle toujours de la formation scientifique, mais les langues ont toute leur importance pour un ingénieur. Et c'est pour cela, dans majorité de formations, je suppose qu'on accorde beaucoup d'importance aux langues pour les ingénieurs. Voilà. Alors, donc, vous voyez, cette manière d'introduire le sujet permet déjà de donner une bonne idée des compétences qui sont attendues et puis aussi du type d'insertion qui sera la vôtre et des problèmes que vous aurez à résoudre. 20% d'entre vous travailleront dans la recherche et le développement, 20% dans les études, conseils, expertise, 10% dans les systèmes d'information et une dizaine de pourcents, admettons 9,5 ou 10% dans la production et l'exploitation. Voilà. Ça, c'est un petit peu les grands secteurs d'activité. Alors, j'avais dit, parce que je voulais vous faire participer, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous ou quelqu'une qui voudrait donner sa propre définition pour qu'on ait une idée de votre représentation du métier d'ingénieur? J'entends un grand silence
évocateur. Personne ne se lance, il montre à quel point il est capable ou elle est capable de communiquer déjà, de conceptualiser, peut-être de faire une synthèse de ce qui a été dit. Personne ne se risque. Ah! Alors bon, je serai charitable. L'exercice est difficile. Et donc, nous allons passer à la deuxième partie de cette table ronde où nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Donc, je disais qu'en termes d'accès, d'emblée, nous voyons qu'un mode d'accès est celui... j'ai un petit PPT. Alors, pourquoi ça ne passe pas? Voilà. Donc, vous trouverez sur le site du salon une définition qui est celle de la CTI qui reprend un peu les points que nous avons vus, donc je n'y reviens pas. Donc les différentes voies d'accès. Vous avez donc les écoles post-bac, vous avez les classes préparatoires classiques dont on nous a parlé, les classes universitaires de préparation aux grandes écoles. Et puis, donc, on a dit des voies parallèles. Je répète ce que j'ai dit en préalable. Alors, voilà. Si vous voulez faire une photo d'écran, là, vous pouvez avoir un schéma qui vous redit d'une autre façon ce qui vient de vous être exposé et dont on va donner quelques illustrations dans un instant. Alors, je laisse là sous vos yeux pour que vous puissiez repérer donc les différentes voies. Alors, commençons, si vous voulez bien, par la voie la plus connue, on a dit la voie royale, les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, Michael, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Donc, on a dit à peu près un peu plus d'un tiers de l'accès. Alors les classes préparatoires, parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce qu'est une classe préparatoire, c'est une formation de 2 ans qui débouche sur l'intégration d'une école d'ingénieurs. On vise en classe préparatoire à former de futurs ingénieurs, mais aussi de futurs enseignants, de futurs chercheurs. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chercheurs, de pointures dans des labos qui sont en fait passés par des classes préparatoires. Alors, une classe préparatoire, comme je vous le disais, elle vise finalement à former les jeunes que nous accueillons en sciences, pour ce qui est des classes préparatoires scientifiques, et à permettre à tous les étudiants d'intégrer 200 écoles d'ingénieurs. C'est peut-être une des différences majeures avec les autres formations. Une classe préparatoire vise à donner la possibilité à tous d'intégrer 200 écoles d'ingénieurs. Donc elle est généraliste dans son propos, dans son objectif. Exactement, elle est généraliste, on y retrouve toutes les disciplines scientifiques, mathématiques, physique, chimie, informatique, SVT, etc. Et la filière préparatoire scientifique se décompose en plusieurs filières avec des différentes colorations en fonction de ses appétences pour telle ou telle discipline. Mais quelle que soit la filière retenue, quelle que soit d'ailleurs la voie générale, voie technologique, on pourra intégrer ces mêmes écoles d'ingénieurs. Parmi ces écoles d'ingénieurs, vous retrouverez aussi les écoles qui recrutent à niveau post-bac. Donc on vise vraiment à donner à tous nos étudiants la possibilité d'intégrer l'intégralité des écoles d'ingénieurs. C'est particulièrement enrichissant pour des élèves qui n'ont pas forcément à 16, 17, 18 ans les idées très claires en termes d'orientation. La classe prépa, ça permet de mûrir son projet d'orientation et de se décider, après avoir goûté au plaisir scientifique, savoir quelle école on vise et pour quelle bonne ou mauvaise Est-ce que vous raison. voulez juste rappeler les intitulés MP, MPSI, PPC, PCI Alors, simplement parce qu'il y a tellement je comptais laisser ce jargon un petit peu barbare de côté, mais disons que vous avez 5 filières scientifiques, une filière avec une coloration mathématique plus poussée, la filière MPSI, une filière avec la coloration physique-chimie plus poussée, PCSI, une filière avec beaucoup plus de sciences de l'ingénieur technologique, une filière PT-SI, et puis 2 autres filières, une filière nouvelle MP2I qui a été créée avec la réforme du lycée avec une coloration informatique plus marquée,
MP2I donc, et puis une dernière filière, biologie, physique, chimie et sciences de vie de la Terre, BCPST, pour ceux qui goûtent au plaisir de différentes disciplines que sont les sciences de la vie, que sont la géologie, etc. Un point important, qui est une différence majeure avec certaines écoles post-bac, c'est la question du coût des études, puisque la scolarité est gratuite en classe préparatoire. Et ce qui va aussi nous différencier par rapport aux autres formations, c'est le fait que nos étudiantes et nos étudiants passent un concours en fin de deuxième année. Ce concours vise à répartir les élèves dans les différentes écoles d'ingénieurs. Ça n'est pas du tout un processus de sélection. La sélection, elle se fait en amont, en classe préparatoire, elle se fait sur Parcoursup. Une fois qu'on a intégré une classe préparatoire, il faut savoir qu'il y a autant de places en école d'ingénieurs que d'étudiants en classe préparatoire en deuxième année. Alors peut-être parler des inscriptions cumulatives en université pour ceux qui ne souhaiteraient pas poursuivre dans un cycle d'ingénieur, ce qui est possible. Oui, c'est possible. En fait, ça nous arrive. Alors, il faut savoir que toutes les classes préparatoires qui sont hébergées dans des lycées, pour toutes ces classes, sont en partenariat avec des universités, avec une inscription effectivement en cumulatif qui permet à des étudiants. Alors, je ne vais pas employer le terme réorientation, parce qu'en fait, je trouve qu'il ne convient pas à des étudiants qui feraient le choix de partir à l'université plutôt qu'en école d'ingénieur, de le faire plus facilement à travers ces conventions. Alors, pourquoi des choix d'orientation actifs ? Parce qu'en fait, on a certains de nos étudiants qui préfèrent, après 2 années de classe préparatoire, intégrer un cursus universitaire pour rentrer dans un cursus plutôt avec vocation enseignement et recherche qui vise ces débouchés-là et qui ne sont pas attirés par les métiers de l'ingénierie. Alors peut-être pour terminer ce propos, on ne peut pas faire l'économie, je le disais au début, de parler de l'ardeur au travail qui est demandée. Peut-être on craint l'épuisement, on craint le stress en classe préparatoire. Alors, qu'est-ce que vous en diriez pour édifier notre public sur ces questions qui sont importantes d'adaptation, en fait ? Voilà. Alors, la question diffère un petit peu du propos liminaire, où il était plus question de compétition. Et je reviendrai sur ce point-là, parce que je pense que c'est important de démystifier un petit peu les choses. Alors, en termes de travail, oui, il faut pas se le cacher. La charge de travail est importante en classe préparatoire. Ce qu'on ignore souvent quand on est au lycée, c'est les ressources dont on dispose, en fait. L'apprentissage en classe préparatoire vise aussi à développer des méthodes de travail qui vont servir tout au long de la vie, qui sont plébiscitées par les écoles d'ingénieurs qui accueillent nos étudiants. Et c'est vrai que quand on a des cours qui sont relativement denses, dans les disciplines scientifiques, mais pas que, parce qu'il y a aussi des langues, évidemment, en classe préparatoire, il y a du français, de la philosophie, donc on a des enseignements qui sont relativement exigeants, et il s'agit pour nos étudiants d'apprendre à travailler, d'apprendre à apprendre, et savoir finalement comment hiérarchiser les informations. Et en fait, c'est aussi un des grands avantages, puisqu'on parlait de concours il y a quelques instants. En fait, le concours, il faut vraiment pas le voir comme quelque chose d'oppressant, stressant à cause des problèmes d'accès aux écoles d'ingénieurs. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème d'accès en école d'ingénieurs. Tous nos étudiants vont en école d'ingénieurs ou presque, à quelques exceptions. Il faut savoir que la classe préparatoire, c'est la formation d'enseignement supérieur avec le taux d'échec le plus bas et de loin quand on compare les différentes formations d'enseignement supérieur. En fait, ces concours permettent aussi de tirer des étudiants le meilleur d'eux-mêmes, de les pousser à travailler, d'essayer de créer une stimulation collective. Et comme je vous le dis, il n'y a pas de problème de place à la fin, donc il n'y a pas de problème de compétition. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Puisque je savais que j'allais être interrogé sur la question, j'ai préparé une anti-sèche. Déjà, vous pouvez dire qu'il y a plus de 85%, dans les statistiques du ministère, qui sont admis dans les grandes écoles, parfois 95%. Voilà, et puis ceux qui partent ensuite sur des cycles universitaires, en fait, 95% des étudiants qui rentrent en classe préparatoire finissent avec un titre d'ingénieur ou un master,
voire plus, parce qu'un certain nombre se dirigent vers un doctorat. Alors il y a une enquête qui est extrêmement intéressante qui a été organisée par l'Association des proviseurs de classes préparatoires et qui a été menée par un organisme indépendant qui a eu lieu l'an dernier. Je vous donne quelques résultats très rapidement de l'enquête. C'est des étudiants de deuxième année qui ont été interrogés juste avant les concours, un moment un petit peu stressant. Referiez-vous le choix d'une classe préparatoire ? 88% ont répondu oui. Et comme les étudiants parlent mieux, à mon avis, des classes préparatoires que leurs professeurs, je cite ce qu'ils ont mis en avant. Priorité pour le travail, la rigueur, l'acquisition de méthodes, la stimulation intellectuelle, la pluridisciplinarité, la qualité pédagogique, l'engagement des professeurs, l'estime de soi par le dépassement de soi. Un autre chiffre, est-ce que vous êtes finalement satisfait, content, heureux de vous lever le matin pour aller en cours ? La réponse est oui à 94% pour les étudiants de classe préparatoire scientifique. Alors je crois que cette enquête pourrait être partagée par les autres représentants des formations, parce qu'il me semble que là, on lit dans cette enquête le très grand engagement à la fois des professeurs qui donnent des cours très intéressants aux étudiants, et puis aussi l'intérêt pour les études scientifiques des élèves qui suivent ces différentes formations. Alors, je peux juste compléter. Oui. En fait, on parlait de compétition entre les étudiants. Il ne faut surtout pas avoir de compétition entre nos formations. La France manque cruellement d'ingénieurs. Voilà. On a un problème de recrutement d'ingénieurs. La CDFI, qui est la conférence des directeurs d'écoles d'ingénieurs de France, estime qu'il nous manque aujourd'hui dans notre pays 10 000 ingénieurs par an. Oui. Vous imaginez la masse. On a besoin de tous les profils scientifiques. Voilà. Faites des sciences, ce sont voilà. Et d'ailleurs, c'est le sens de cette conférence qui vous montre tout l'intérêt, la complémentarité. Alors, Darine, classe préparatoire, mais universitaire, donc tout à fait complémentaire de celle que vient de présenter Michael. Ok. Donc en fait, dans les classes universitaires préparatoires, donc il y a préparation, donc c'est les classes préparatoires. Mais qu'est-ce qui va changer ? Il va changer plusieurs choses. Premièrement, le cadre. Donc ces enseignements se passent à l'université, donc c'est dans un cadre universitaire. Les étudiants doivent avoir une certaine autonomie parce qu'ils sont plus dans le lycée, ils sont à l'université. Deuxièmement, les enseignants qui vont donner les cours, ce ne sont pas des profs de lycée, ce sont souvent des enseignants-chercheurs. Donc, ce sont des enseignants qui font de la recherche. L'université, elle est à proximité de leur laboratoire de recherche. Les étudiants ont facilement accès au laboratoire de recherche. Ils ont facilement accès à toute l'infrastructure de recherche qui n'est pas moindre. Et la façon d'enseigner des enseignants diffère un tout petit peu. En plus de tout ça, il y a pas de concours après, parce que les admissions après la CUPGE se fait sur dossier. Donc, il y a cette ambiance moins anxiogène. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un concours que les étudiants vont être dans un esprit très anxiogène, mais parfois les étudiants se mettent eux-mêmes beaucoup de pression et c'est contre-productif pour pas mal d'étudiants. Bon, là, le fait qu'il n'y a pas un concours après ces 2 années permet une ambiance plus collégiale. Les étudiants s'entraident beaucoup entre eux. Après, il faut savoir que le fait qu'on est à l'université, c'est pas qu'on est souvent dans des amphis à 1000 étudiants devant un prof, parce que ça, c'est l'image qui se donne quand on dit « Ah, les cours à la fac ». Dans la prépa de la CUPGE, ils sont que 66 étudiants. Il y a quelques cours magistraux qui sont donnés avec d'autres formations, comme la double licence physique-chimie, la double licence maths-physique, parfois avec les physiques. Mais souvent, en TD, ils sont maximum 33 étudiants par classe, qui revient à une classe moins chargée qu'une classe prépa classique. Et en TP, ils sont 16 étudiants par TP. Donc, en fait, ça reste une formation très suivie. L'étudiant, c'est pas un nombre, c'est vraiment, il a des entretiens à faire avec moi 2 fois par semestre. Il y a un suivi très rapproché, donc ils sont beaucoup cadrés, même si on est à l'université. Mais encore une fois, ça reste l'université. Il faut avoir cette autonomie. C'est pas si vous êtes absent à un cours, on va pas envoyer un texto aux parents pour leur dire votre enfant n'est pas là. Ça, il faut le savoir. Et l'organisation de l'emploi-temps de travail, elle diffère un peu. Et ça, je trouve souvent de l'expérience maintenant que c'est la seule chose qu'il faut faire attention quand on rentre à la fac, mais après, tout se passe bien. Alors, la spécificité de cette CUPGE, c'est qu'on sait qu'on forme des étudiants pour différentes
perspective, mais là, on leur offre cette moyenne. C'est-à-dire, quand ils réussissent les 2 années de CUPGE, ils ont déjà une place de garantie dans l'école d'ingénieurs qui n'est pas la moindre, c'est l'école d'ingénieurs de l'université, qui est le IDD, dont ma collègue va la présenter tout à l'heure. Donc ça, c'est une voie assez rassurée parce qu'il y a une continuité dans les programmes, ils font confiance à notre formation et ils acceptent souvent nos étudiants dans le IDD. Donc, le fait de savoir qu'il y a une place de garantie dans une formation, ça aide beaucoup les étudiants. Ils sont apaisés sur la poursuite d'études. Deuxièmement, ils peuvent dire, bon, les options de cette école ne m'intéressent pas. Moi, j'ai envie d'aller à l'INSA, à l'ESPCI ou à d'autres écoles. Donc, ils vont présenter leur dossier à l'école qui leur intéresse. Donc, l'école va regarder, il y a l'admissibilité et l'admission. Il va regarder les notes, ils vont les admettre ou pas. Et après, ils vont passer soit un entretien de motivation, soit une colle de maths ou de physique. Ça dépend des écoles. Mais il n'y a pas le concours. Donc, il faut savoir que tous nos étudiants intègrent les écoles qu'ils ont envie et ils sont souvent en stress avant quand ils vont candidater. Ils candidatent souvent à 10 écoles et après, ils se retrouvent avec souvent 8 ou 9 ou 10 écoles qui les ont acceptées. Et ça, c'est plus compliqué de faire le choix par la suite. Et après, ils peuvent dire, moi, je suis à l'université, je suis en licence de physique, je peux continuer en L3. Donc, ils peuvent continuer dans la licence en L3 pour soit continuer en tant qu'enseignant-chercheur ou faire un master pour une thèse ou peu importe qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, ou intégrer aussi le magistère de l'université parce qu'il y a aussi cette possibilité, soit dire non, moi j'ai envie de repasser les concours après les L3, les concours de grandes écoles. Donc voilà, ils continuent à L3 et ils repassent les concours en grandes écoles. Il faut savoir que parmi les grandes écoles, par exemple, il y a Mines Nancy, elle prend maintenant nos étudiants directement à la sortie de L2 CUPGE, donc elle prend quelques étudiants. On a fait l'expérience pendant 2 années et nos étudiants réussissent bien. Parce que nous, notre objectif, c'est pas juste de dire, voilà, on les envoie à Mines Nancy, nous, on veut qu'ils réussissent à Mines Nancy. Et c'est ça ce qui compte pour nous et ils réussissent bien. C'est pour cela on en parle maintenant parce que l'expérience, au bout de 2-3 ans, ça a prouvé qu'ils réussissent bien. Donc, on en parle aussi. Donc, voilà, c'est une formation qui est assez générale. On a une étudiante, par exemple, qui a réussi un concours, parce que là, elle a passé un concours pour une école de parfumerie. Elle l'a réussi. Donc, on donne ces bases assez générales scientifiques et aussi littéraires. Et après, ils ont une poursuite d'études assez large. Et on accepte aussi les réorientations semestrielles. C'est-à-dire, s'ils ont fait un premier semestre dans une CPGE ou autre et que ça leur a pas plu, ils peuvent se réorienter. Bon, les places sont un peu plus limitées. Et pareil, s'ils ont fait CUPGE et ça leur plaît pas, ils ont envie d'aller, il y a aussi la possibilité de réorientation semestrielle. Voilà, merci beaucoup Darine. Et donc là maintenant, nous passons donc au concours post-bac. Nous avons 2 représentants. Damien, la Sorbonne Université avec le concours Polytech. Et vous voyez que Advance, là avec Benjamin, l'ESME. Mais vous voyez que si nous avions beaucoup de temps, on pourrait décliner beaucoup d'autres concours que vous avez face à vous sur la diapositive. Alors, qui a disparu mais voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup la technique. Alors donc Damien, qu'est-ce que vous diriez là de Polytech donc là on a vu des classes préparatoires universitaires, classes préparatoires classiques. Alors quel est l'intérêt finalement de passer un concours Polytech pour intégrer une des écoles du groupe à Paris ou bien dans d'autres d'ailleurs régions de France? Alors. J'ai plein de choses à dire, mais je vais essayer d'être mais il y aura bref. La porte ouverte. Voilà. Le d'ailleurs, 1er février. Samedi 1er février après-midi, journée porte ouverte. Donc je vous invite à venir nous rendre visite ce jour-là. Donc, à Sorbonne Université. À Sorbonne Université, à Jussieu, donc dans le 5e. Nous, c'est le 8, c'est ça? Et vous, c'est le 8. Voilà. Alors, donc vous pouvez d'ailleurs comparer donc, Paris-Cité, Université Paris-Cité. Alors, l'école que je représente aujourd'hui, elle s'appelle Polytech Sorbonne. Donc, elle est constituée de 2 noms. Et ces 2 noms sont extrêmement importants. Je vais les développer un peu. Le premier, c'est Sorbonne. C'est-à-dire qu'un étudiant qui va venir chez nous, ce sera un étudiant de Sorbonne Université. Donc, à ce titre, il paiera on a parlé de frais d'inscription. Donc, c'est 170 € chez nous. Et 0 pour les boursiers. Donc, ça reste quand même très, très, très modeste. Donc un étudiant qui viendra chez nous sera un étudiant de Sorbonne Université. À ce titre, il pourra bénéficier de toute l'infrastructure, la vie de campus, donc la vie étudiante de Sorbonne Université,
qui est un point important aussi dans la réussite des études, pour créer du lien social avec d'autres étudiants, d'autres formations, etc. Donc c'est un point très important. Un autre point important, c'est qu'un étudiant qui veut venir en cycle préparatoire à Polytech Sorbonne, s'il se rend compte qu'il préférerait faire une licence plus disciplinaire, une licence de maths ou d'info, etc., ou s'il ne se sent pas forcément à l'aise chez nous, il a la possibilité très facilement de switcher vers des formations de Sorbonne Université sans repasser par Parcoursup. Ça, pour moi, c'est un gros plus. C'est-à-dire que ce soit au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, sous réserve que les responsables soient d'accord, mais ils sont toujours d'accord jusqu'à présent, il peut intégrer finalement la licence de maths, d'info, de méca, etc., etc. Donc ça reste quand même une grande ouverture et une possibilité finalement de réorientation très importante pour les étudiants. Le deuxième point, c'est Polytech. C'est-à-dire qu'un étudiant qui vient chez nous, il intègre Polytech Sorbonne, mais il intègre un réseau qui s'appelle le réseau Polytech, qui est un réseau national qui regroupe 16 écoles en France. Pour donner quelques chiffres, le réseau Polytech diplôme chaque année plus de 4000 ingénieurs. Actuellement, il y a 100 000, depuis la création du réseau Polytech, il y a 100 000 ingénieurs en emploi, ce qui représente à peu près 10%. D'accord ? Donc il y a vraiment une notion de réseau qui est très forte et qui est un gros plus. Et par ailleurs, le cycle préparatoire dont j'ai la responsabilité, ce n'est pas le cycle préparatoire de Polytech Sorbonne, c'est le cycle préparatoire du réseau Polytech. Donc je m'explique, c'est qu'on a 150 étudiants à peu près dans la promo. Sur ces 150, il va y en avoir, j'arrondis, c'est les ordres de grandeur, la moitié qui vont effectivement poursuivre en cycle ingénieur à Polytech Sorbonne, donc rester au sein de Sorbonne Université, et l'autre moitié va se dispatcher dans d'autres écoles de Polytech, soit Marseille, Lyon, Nantes, Lille, etc. etc. Et à l'inverse, on va avoir un flux d'étudiants entrants des autres PUP, donc des autres cycles préparatoires, des autres Polytech qui vont venir chez nous. Donc ça veut dire qu'un étudiant qui intègre, via le concours GEPI Polytech, un cycle préparatoire, quel qu'il soit en France, au bout de 2 ans, il va avoir accès à une centaine de spécialités différentes qui couvrent tous les domaines, en fait. Donc là, ce qu'on retient de votre présentation, c'est finalement la souplesse du dispositif. Voilà, la force du réseau, c'est qu'un étudiant, il n'a pas forcément, ça a déjà été dit tout à l'heure, on ne peut pas attendre de tous les étudiants niveau bac de savoir exactement vers où ils veulent aller, surtout que la plupart des spécialités, ils ne les connaissent pas. Alors Benjamin, à votre tour. Alors donc on est bien toujours, on se repère bien dans le système des concours post-bac, et là on est dans les systèmes privés advance. On était là dans les systèmes de recrutement, public, en réseau, et donc là on essaye d'explorer les possibilités qui sont offertes par des écoles privées, mais donnant comme les autres accès au titre d'ingénieur. Tout à fait. Alors, nous, avec notre cycle préparatoire intégré, on passe donc par un concours. La spécificité, c'est que le concours, il y a lieu à la fin de la terminale. En fait, nous, à l'ESME, avec le concours Advance, on passe le concours en avril. Voilà, donc ça porte sur quoi ? Ça porte généralement, alors le concours Advance pour le coup, quand vous venez chez nous, il va y avoir un quiz en mathématiques, il va y avoir un quiz en anglais, et il va y avoir un entretien de motivation. Et le concours, il se base sur 3 notes. Donc la note du concours quand vous venez chez nous, la note de votre dossier, donc il faut bien travailler les notes que vous avez en première et en terminale. Ça, c'est un dossier qui va vous suivre un petit peu tout au long de votre scolarité. Et également, sur Parcoursup, vous avez plein de petits encarts à rentrer, que ce soit vos expériences professionnelles, vos centres d'intérêt, les lettres de motivation, etc. Donc ça aussi, il faut bien les travailler parce que... Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple, ou sur Spotify, ou sur Deezer, ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques.
je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.